Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. On est toujours plongé dans l'histoire de la Nouvelle-France, les premières heures de notre nation. Chers auditeurs, je vous parlais aussi dans le dernier volet du geste de bravoure de Dollard des Ormeaux, que certains ont décrié, qui était un voyou, un voleur. Faut-il spécifier, il avait des dettes. Il était le commandant en chef du fort de Montréal, donc sous la gouverne de M. de Maisonneuve. Et c'est lui qui lui a demandé d'aller endiguer une invasion qui s'en venait, suite à les informations fournies par un Algonquin. Dollard des Ormeaux avait effectivement des dettes. C'était pas la fin du monde. Dans ce temps-là, on pouvait vous faire passer pour un bandit si vous aviez volé du sel. Imaginez-vous avec aujourd'hui. Alors, Dollard des Ormeaux savait qu'il y avait donc une cargaison de fourrure qui avait été laissée là au long saut. Hein? On prend la rivière des Outaouais et on monte jusqu'à Carillon, où est le barrage d'Hydro-Québec, et c'est là qu'il est allé se battre. Il était pour s'emparer de cette cargaison de fourrure, et en vendant le tout, il aurait remboursé ses dettes. Voilà pour le gros scandale autour de Dollard des Ormeaux, qui, somme toute, avec son geste, sauve la colonie. Toujours est-il qu'il avait que 25 ans, ce gars-là, et puis il va se battre avec bravoure. Bon, un geste malhabile de lancer son baril de poudre vers un lot d'Iroquois qui attaquait son petit fortin, va frapper la branche pour amener le baril à l'intérieur et faire sauter à peu près tout le monde. Février 1662, parce que Dollard des Ormeaux, ça se passe 2 ans auparavant, c'est au tour d'un des plus fidèles collaborateurs de Maisonneuve de tomber, Lambert Closse, à qui on a donné le fief de Saint-Lambert. C'était un gars très courageux aussi et travaillant qui va se faire tuer dans une espèce de guérilla. Maisonneuve va-t-il finir dans l'humiliation? En quelque sorte, un peu comme Jacques Cartier, un peu comme Champlain dont je vous parlais dans d'autres volets. Le fondateur de Ville-Marie a réalisé durant 20 ans un travail colossal. La ville compte maintenant, imaginez-vous, une population de 600 habitants. On va pas loin avec ça. Pour des raisons inconnues, le roi rappelle Maisonneuve en France. En 1665, il est remplacé par le vice-roi qui s'appelle le marquis de Tracy, qui, lui, s'amène quand même au pays avec le régiment de Carignan-Salière et un nouvel intendant, Jean Talon, tout un bâtisseur, comme vous allez le voir. Et Madame Jeanne Mance, qui va faire son tour en France, rencontre M. de Maisonneuve, qui est à la retraite forcée, et lui raconte ce qui lui manque le plus, c'est nul autre que la vue sur le majestueux Saint-Laurent et le Mont-Royal. Dans ce nouveau volet, on sait que Monseigneur de Laval a le monopole des armes. Il va avoir le plus grand diocèse au monde, il n'y a pas de doute, qui couvre toute la Nouvelle-France, y incluant la vallée du Mississippi pour descendre jusqu'en Nouvelle-Orléans. Peut-on imaginer s'il avait des visites à faire à ses paroissiens 2 fois par année? Il est vrai qu'à la fin du régime, nous ne serons que 65 000, mais quand même. Toujours est-il qu'on poursuit et il va y avoir l'arrivée du fameux Jean Talon, tout un bâtisseur, un homme remarquable qui, lui, va tenter de rendre la colonie presque autarcique, qui ne dépendre plus de Paris. Il va peut-être avoir des velléités là-dedans, dire on devrait se séparer de la France. Mais il y a aussi ce qui va nous sauver. Parce que, comme je disais, les Iroquois nous attaquent, on n'est pas très nombreux. 600 personnes à Ville-Marie à l'époque de Maisonneuve, ça serait facile à anéantir. Ce qui va nous sauver, croyez-le ou non, ce sont les filles du roi et également le régiment de Carignan. M. de Tracy est le grand chef de ce régiment. Alors, il va être enjoint, ils sont à peu près 1300, de mater les Iroquois une fois pour toutes. Il va donc aller avec ses soldats, aller en terre
iroquoiennes dans l'État de New York pour les mettre à leur place d'aplomb. Et là, imposer une véritable paix qui va durer un certain temps, bien sûr. Et l'autre élément qui nous sauve, grâce à Jean Talon, qui demandait constamment à Paris « Envoyez-nous des femmes ». Paris répondait « Mariez des Indiennes ». Ce n'était pas possible, je vous l'ai expliqué, parce que nos Indiennes, alliées à nous, étaient des nomades. Les Iroquoises, on aurait pu les marier. Elles étaient plus sédentaires, plus agriculteurs, si on veut. Mais malheureusement, elles étaient du groupe qui était notre ennemi, les Iroquois. Alors, les officiers, qui sont la plupart pour des nobles dans le régiment de Carignan, on remarque des noms qu'aujourd'hui vous voyez avec des beaux petits noms de villages ou de municipalités. Saint-Ours, Contrecoeur, Sorel, Varennes. Tous ces gens vont donner justement à la toponymie leur présence, autant à de seigneuries qu'à des noms de villes. Donc, avec le régiment de Carignan, on réussit quelque peu à étouffer la révolte iroquoise. Il faut donc développer la colonie envers et contre tous. Et l'intendant Talon profite de cette accalmie provisoire pour élaborer un vaste plan de colonisation. Alors, il fait venir des filles du roi. Oh, certaines langues sales sont allées dire qu'il s'agissait de filles de prostituées, de filles mal en point en France, ce qui est faux. C'était tout simplement des filles de militaires qui avaient servi ces champs de bataille en Europe. Elles avaient perdu leur père ou elles étaient orphelines. Elles étaient déjà dans de très bons couvents en France pour apprendre le civisme et apprendre également le rôle de mère. Marguerite Bourgeois va les encadrer. C'est sûrement pas parce que c'était des prostituées. Oh, il va en venir quelques-unes, après tout. C'est une colonie. Mais ces filles vont s'amener au nombre d'à peu près 1300-1400. Imaginez-vous une anecdote. Le premier groupe arrive à Québec. On en descend quelques-unes à Tadoussac pour grossir la population. Le gros du groupe arrive à Québec. Et là, les habitants, les colons, qui n'ont pas vu de femme depuis des années, il y avait une femme pour 19 hommes. Alors les yeux sortis de la tête veulent rencontrer ces femmes à marier. Et Marie de l'Incarnation est absolument scandalisée par le comportement de ces hommes un peu trop affamés. Elle prétend que c'est un spectacle odieux d'y voir déjà enclin à vouloir avoir une femme pour des relations sexuelles et faire des enfants. Alors, à Québec, les habitants vont donc choisir les plus belles. Après quoi, le bateau va continuer pour arrêter à Trois-Rivières, en faire descendre un certain groupe, et les plus laides vont peut-être venir à Montréal. Imaginez-vous qu'elles vont aboutir à la Pointe-Saint-Charles, à la ferme Saint-Gabriel, qui est là présente depuis le régime de la Nouvelle-France. Encore debout, cette belle ferme, vous pouvez aller la voir d'ailleurs et la sentir, la humer. Elle existe, on voit encore les fantômes, où Marguerite Bourgeois avait établi une métairie. C'est là qu'on accueille les filles du roi. On dit que la plus laide va mettre 24 heures à être choisie par un habitant. Et toutes ces filles vont donc se marier aux habitants et également à peu près à 200 ou 300 soldats du régiment de Carignan qui restent ici après leur mission, après avoir maté les Iroquois. Bon, les 2 tiers vont rentrer en France, mais le tiers reste, en échange de quoi on va vous donner des belles terres, et puis vous pourrez marier des filles du roi. Ce qui arrive. Et là, on va engendrer une politique nataliste de 8, 10, 12, 14 enfants, ce qui est extraordinaire. Il y a un taux de mortalité très fort, mais quand même, on sauve donc la colonie avec le régiment de Carignan et les filles du roi. Faut-il le rappeler? Et vous avez tous ces noms que je vous ai donnés tout à l'heure, de ces soldats qui décident de rester ici, que ce soit Sabrevoix ou encore Contrecoeur, et combien d'autres noms. Ils s'établissent un peu autour du fort Chambly et dans les environs de la Rive-Sud où il y a des belles terres là pour eux.
La colonie va même s'industrialiser avec Talon, qui favorise l'élevage, va faire venir des chevaux, va importer des bestiaux, de la volaille, et puis les premiers chevaux vont rentrer sous sa gouverne. Il va même mettre sur pied une brasserie que les Anglais s'empareront à la conquête. Et puis, il va faire de la prospection, va même voir à développer les forges du Saint-Maurice. Gélocard va mettre sa participation là-dedans un peu plus tard, à tel point qu'il va créer une espèce de développement économique qui va rendre presque indépendant le territoire de la Nouvelle-France par rapport à Paris. On va vendre même du stock aux Anglais de Boston dans des périodes d'accalmie. C'est intéressant de voir comment ce Jean Talon, qui était un dépressif, un ambivalent, qui va rentrer après avoir fait énormément de travail, revenir plus tard, et on dit que c'est un gars qui était très difficile à suivre, malgré qu'il était entièrement dévoué à la colonie et son développement. À travers le temps, il y a tellement de noms et de personnages. Je ne peux pas parler de tout le monde, chers amis, mais je vous fais connaître les principaux, les plus flamboyants, dont le fameux Frontenac, Louis de Buade, comte de Frontenac. Dur, autoritaire, indépendant, un homme qui cherchait la chicane, disaient certains. Et heureusement, Dame Nature aidant, les colons se multiplient avec ou sans la grâce du roi. La population sous Frontenac passe quand même de 6 700 dans la colonie entière à 10 000 habitants en 1672 jusqu'à 1682, donc 10 ans. Son ambition et sa fâcheuse habitude de tout vouloir régimenter rendent Frontenac impopulaire, irascible. Il se fâche avec un peu tout le monde et l'évêque, l'intendant, les communautés religieuses goûtent à sa médecine. Ces querelles divisent vite Québec en deux camps. On y complote. Avec les langues qui se délient, eh bien, les rapports finissent par arriver en France. Et un bon jour, Frontenac fait même emprisonner le gouverneur de Montréal, François Perrault, pour avoir contrevenu à un règlement de traite. L'abbé Fénélon va condamner l'attitude et le rapporter à la cour de Louis XIV. Et là, on va rappeler Frontenac. On va le réprimander, moins pas pour l'incarcérer, parce qu'on trouve qu'il a tellement fait de belles choses. Et là, les Anglais ne lâchent pas pour autant. Ils veulent, encore une fois, contrôler les postes de traite à la baie d'Hudson. Les voilà dans le Grand Nord maintenant. Et ils veulent s'approvisionner. Pourquoi s'installent-ils à la baie d'Hudson? C'est tout simplement parce que eux, ils étaient déjà le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre. En Virginie, il y en avait du castor, là. Mais on dit que la qualité du castor des pays chauds n'avait pas la même valeur que la qualité du castor des pays froids. Alors là, la baie d'Hudson était l'endroit idéal. C'est alors qu'encore une fois, Frontenac va te faire sortir ce monde-là avec un gars qui est né chez nous, qui s'appelle Pierre Lemoine d'Iberville, le seul Canadien héros à ne jamais avoir subi la défaite. Je comprends pas que l'histoire ne l'ait pas valorisé davantage. Son père est né rue Saint-Paul. Il y a une plaque qui nous dit justement rue Saint-Paul, tout près de la place Royale, où est-ce qu'il était installé, ce Charles Lemoine, qui va devenir richissime et avoir une famille avec des enfants qui deviennent tous des grands succès dans la vie. Alors, Frontenac profite de l'occasion pour étirer les frontières, inviter La Salle à aller découvrir des nouvelles terres, et puis on va construire le fort Frontenac, qui est devenu aujourd'hui le fort de Kingston, et puis Cavelier de La Salle va se faire connaître, lui aussi. Il veut aller voir la route des épices, va se rendre jusqu'aux chutes Niagara, revenir. Les Français de la Chine vont lui dire « C'est pas loin la Chine, t'es déjà revenu ». Il va reprendre une autre expédition, comme vous le savez, pour aller mourir en Louisiane. Un de ses soldats impatients face à ce La Salle, le découvreur infatigable, lui, fatigué, va lui tirer dans le dos pour l'abandonner. Puis là, on va voir Duluth qui va s'établir, lui, et devenir le roi de
l'ouest, il va s'établir à peu près où est-ce que le Minnesota aujourd'hui. Comme vous voyez, les nôtres n'ont pas de distance. Frontenac est ramené en France suite aux critiques, mais il va revenir. Alors, il sauve Québec d'ailleurs face à cet amiral Phipps qui avait enjoint le défenseur de Québec à quitter les lieux. Ça prendra pas de temps que Frontenac va sortir sa phrase légendaire pour dire « Écoutez-moi bien, je vais vous envoyer ma réponse par la bouche de mes canons. » Et les canons vont abîmer les mâts du navire de Phipps qui va rentrer en Angleterre. Pierre Lemoine d'Iberville, dont je vous parlais tout à l'heure, on l'appelait l'invincible, il n'a jamais subi de défaite. Il va aller à 3 reprises à la baie d'Hudson, chasser les Anglais de là, partir avec un petit groupe au mois de janvier à pied du Vieux-Montréal, avec une centaine de colons ou d'habitants et de militaires, voire quelques-uns d'entre eux se faire tuer par des attaques de loups et arriver à la fonte des neiges à la baie d'Hudson, sortir les Anglais du fort, s'emparer des bateaux à la porte, rentrer avec des prisonniers en France et recevoir les louanges du roi, qui va lui dire « On va te donner un plus gros bateau avec du monde dedans et tu vas aller fonder une colonie en Louisiane. » Les distances n'avaient pas d'importance pour ces invincibles. Et là, on le sait, Pierre Lemoine d'Iberville va organiser, parce qu'il s'allie aux Indiens Panis en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et va constituer même une petite armée composée de nombre d'Indiens. Et là, en quittant, il va céder l'administration à Lamotte Cadillac, qui va ruiner toute son œuvre parce qu'il est arrogant et bourgeois, va s'aliéner les Indiens. D'ailleurs, lui, il va finir à la Bastille, ce Lamotte Cadillac, qui était un ami de Frontenac. Et notre ami Pierre Lemoine d'Iberville va donc libérer les Antilles de l'emprise anglaise, en plus de Terre-Neuve, de l'Acadie et de la baie d'Hudson, va s'attaquer à ces îles pour sortir les Anglais de là. Et il va arriver à La Havane. La France est alliée avec l'Espagne tout d'un coup. Et là, il va planifier un beau projet de sortir les Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Ce que les Espagnols acceptent. Et soudainement, à l'âge de 44 ans, il meurt, on dit, de la fièvre jaune. D'autres recherches historiques parlent maintenant d'un empoisonnement d'un gars qui était à la solde des Anglais. C'est possible. En mourant à La Havane, on garde son corps là et on l'installe dans les murs de la cathédrale de La Havane. Ceux qui vont à La Havane se font pas dire suffisamment par les guides qu'un grand Québécois est là. Camillien Wood, un grand-maire, va aller apposer en 1936 une plaque commémorative pour rappeler à tous les glorieux de notre passé que cet incroyable personnage est allé mourir à La Havane. N'oublions pas que ce citoyen de Montréal est le seul dans notre histoire canadienne et québécoise à n'avoir jamais subi la défaite. Face aux Indiens, entre-temps, le très guerrier Frontenac ne lâche pas. Et pendant ce temps-là, il organise une nouvelle attaque contre la plus féroce des nations iroquoises, les Mohawks. Les Anglais, occupés par l'action de Pierre Lemoine d'Iberville, n'inquiètent pas le vieux gouverneur, qui en profite d'ailleurs pour porter un coup décisif à la résistance iroquoise. Âgé de 74 ans, imaginez, à cette époque, chers amis, il prend lui-même la tête de quelques 2300 soldats, commandés par Cadière, le gouverneur de Ville-Marie, Ramsay, le gouverneur de Trois-Rivières, et Vaudreuil et tous ses principaux officiers pour aller livrer bataille aux Iroquois. Il va brûler la ville de Concord, il arrive à la porte de Boston. Il voulait même aller éliminer New York, mais la France va s'opposer. 1697, pourquoi fait-il ça? Pour venger le massacre de la Chine. Et 1697, la France et l'Angleterre signent le traité de Ryswick. Alors là, tous les gains français vont être établis, mais un peu plus tard, un autre traité
celui d'Utrecht, va remettre aux Anglais toutes les conquêtes de Pierre Lemoyne d'Iberville et même de Frontenac. Comme quoi on se battait quasiment pour rien, que tous ces efforts étaient annulés par des traités. Frontenac meurt à Québec en 1698. Il est pleuré par toute la population parce qu'on l'aimait, même s'il était haïssable, faraud. Et sa seconde administration a défendu efficacement, d'ailleurs, parce qu'il est revenu pour une deuxième fois, comme je vous l'ai dit, efficacement la vie de la Nouvelle-France. Alors on lui doit le respect et l'amour. Et la tradition voulait, lorsqu'un personnage en vue mourait, Frontenac était loin de sa femme. Il était venu ici pour faire un peu une passe également et s'enrichir. Mais il était tellement chicanier, peut-être que la cour voulait s'en débarrasser. Alors, à sa mort, on lui enlève le cœur de son corps pour l'envoyer à sa femme. Et imaginez-vous la réaction de l'épouse. « Mais ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Il ne vivait même pas avec moi. Pourquoi aurais-je son cœur quand il n'a jamais eu le cœur à l'amour à mon égard? » C'est un peu ce qu'elle dit, la veuve. Qui remplace Frontenac? Eh bien, c'est nul autre que Hector de Calière. Vous le connaissez, la Pointe-à-Calière, dans le Vieux-Montréal. Lui, son but, c'est vraiment de réaliser une paix générale avec toutes les nations indiennes. Et à Montréal, parce que là, on ne parle plus de Ville-Marie. Tranquillement, le commerce de la fourrure prend tellement de l'importance. La ville messianique que devait être Ville-Marie, la Jérusalem du Nord, perd son titre en faveur de Montréal. Et en 1701, une grande assemblée réunit les Français, les missionnaires, les interprètes et les Indiens. Ces derniers, parés de leur plus beau plumage, arrivent d'aussi loin que de l'Acadie, les Grands Lacs, même du Mississippi. L'objectif de Calière, c'est négocier un traité susceptible de ramener la paix en Nouvelle-France une fois pour toutes. Le 21 juillet, après des pourparlers interminables dans toutes les langues, on va accoucher d'un accord marquant la fin des guerres. Même les Iroquois, ennemis des Français, vont signer avec Hector de Calière ce traité et ça va favoriser évidemment l'expansion de la Nouvelle-France vers l'ouest. Et c'est là que Lamotte Cadillac, qui est devenu gouverneur, comme je vous disais, de la Nouvelle-Orléans ou de la Louisiane, finit à la Bastille parce qu'il va s'aliéner l'amitié des Indiens pénisses qui étaient dans l'armée française, imaginez-vous. Mais avant ça, quand même, ce Lamotte Cadillac va aller fonder la ville de Détroit en 1701. Lamotte Cadillac est un beau personnage. Il habitait, imaginez-vous, au coin de Saint-Laurent et Notre-Dame, là où est le McDonald's actuellement. Il y a une plaque qui le rappelle, mais comme c'est la mode, elle a été volée. Est-ce qu'on va la remettre dans le cadre des fêtes du 375e? Ça, c'est une question de 64 000 $. Alors, Lamotte Cadillac fonde donc la ville de Détroit. En échange de quoi les Américains, plus tard, vont reconnaître que ce gars-là était habile dans ses voyages en canot très risqués à travers les rapides, les portages, etc. Il réussissait bien parce que la plupart de ces grands voyageurs avaient souvent des accidents. Alors Lamotte Cadillac lui était réputé pour avoir des voyages à succès. Ils vont donc lui dédicacer leur meilleure voiture quand l'industrie de l'automobile va naître, la Cadillac. Lamotte Cadillac, après avoir fondé Détroit, va donc devenir gouverneur de la Nouvelle-Orléans ou du Mississippi. Et il accepte la succession de Lemoyne de Bienville au poste de gouverneur de la Louisiane. Mais arrogant, comme je vous disais, avec les peaux rouges, il va détruire les liens amicaux qu'avaient tissés les frères Lemoyne en refusant d'apprendre la langue des Indiens. Quelques années plus tard, soupçonné de détournement, il va retourner en France et finir à la prison de Bastille, à Paris. Il va rester là que quelques mois, après avoir réussi à se disculper. Naturellement, avec le temps, évidemment, Louis XIV, le grand Louis XIV qui meurt, le roi Soleil, qui a élargi l'Empire
de la France, avec la plus puissante armée au monde, se voit remplacé par Louis XV, qui est un dilettante, beaucoup plus manipulé par les capricieuses qui l'entourent, dont la marquise de Pompadour. Elle a une influence dévastatrice sur lui. Et là, on néglige la colonie. Et là va éclater la guerre franco-anglaise en Europe, qui va se répercuter ici, ce que les habitants de la Nouvelle-Angleterre appellent la guerre franco-indienne. Et le marquis de Jonquière à Québec vient de mourir. Il est remplacé par le marquis de Duquesne. Ce dernier va en profiter justement pour construire des forts, puisqu'on parle de guerre franco-indienne. Alors le fort Presqu'île, le fort Lebeuf, le fort Venago en Ohio. Et le gouverneur anglais de la Virginie, Dinwiddie, invite un jeune officier rempli d'enthousiasme, un jeune officier dénommé George Washington, à aller dire aux Français de quitter le fort Venago. Le commandant de la place, un vieux routier qui a perdu un œil à la guerre, va pas se laisser imposer par un jeune officier de 21 ans. Il lui dit « Rentre chez vous, le territoire de l'Ohio est français ». Washington retourne bredouille chez le gouverneur, passablement découragé. Et un peu plus tard, la construction du fort Duquesne, qu'on appelle aujourd'hui Pittsburgh, sera le prétexte utilisé pour déclencher la vraie guerre de 7 ans. Le jeune freluquet qu'est Washington, on n'en parle pas dans sa belle carrière, c'est une tache noire, va revenir. Le futur président des États-Unis se présente devant le fort français, mais la supériorité des militaires face aux habits rouges va faire en sorte que Washington va rebrousser chemin. Le commandant français de Contrecœur envoie Villiers de Jumonville avec quelques hommes parlementés. Imaginez-vous, les Français avaient capturé Washington, auraient pu le fusiller, l'ont laissé aller. Il revient en effronté, et voilà que Villiers de Jumonville, avec quelques hommes, parce que Washington est revenu, veut parlementer, il est une espèce d'émissaire diplomatique. Alors, Washington donne l'ordre de tirer. Jumonville et 9 autres parlementaires sont tués sur le coup. Cet assassinat est vengé quelque temps plus tard par le frère de Jumonville qui s'empare du fort Nécessité et d'un Washington couvert de boue et de sang. Ce dernier devait avouer plus tard qu'il avait littéralement assassiné les Français et qu'il en éprouvait un grand regret. C'est sûr, il va demander l'aide de la France pour l'indépendance, dont Lafayette plus tard. En conclusion, dans le prochain chapitre, je vous parlerai de la vraie guerre qui commence, 1756 à 1763, avec l'arrivée d'un général vaillant qui s'appelle Montcalm.